je dirais comme n'importe quel livre. En tout cas, celui-ci, j'ai adoré. Donc, comme on peut se douter dans la miniature, dans le titre de ma miniature, ça parle de Harry Potter. Et le sujet derrière nous oriente encore plus sur ce dont parle ce roman. Alors, il faut savoir que
petite histoire de ce livre. Dans l'ensemble, il est vraiment bien apprécié dans les avis. Et je rejoins les appréciations. Donc je vais lire quelques pages de numéro 2. Alors j'ai déjà fait la lecture avant de tourner mon introduction. Et donc durant la lecture, je ne vais pas lire toutes les pages au début pour dire le vif de l'histoire, à savoir Martin quand il est enfant. Au tout début, on a 2-3 pages où l'auteur nous explique la vie des parents, comment ils se rencontrent, pourquoi ils en sont venus à divorcer. Voilà, c'est assez centré sur eux. Donc je vais dire par passage, mais tout en étant fluide dans l'histoire. J'essaie de trouver une lecture dont le récit reste harmonieux. J'aime bien ce bruit-là quand on passe les ongles sur les bords du livre. En tout cas, je lirai d'autres livres de cet auteur. Je suis assez intriguée par son livre La délicatesse. Ce sera mon prochain livre que je lirai de David. Donc la lecture va commencer. Avertissement au lecteur. Si certains des éléments de ce roman reprennent des faits réels, l'auteur a cherché avant tout à donner libre cours à son imagination, au fil d'une intrigue parfaitement fictive. En 1999, débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter Harry Potter et qui, par la même occasion, deviendrait mondialement célèbre. Des centaines d'acteurs furent auditionnés. Finalement, il n'en resta plus que 2. Ce roman raconte l'histoire de celui qui n'a pas été choisi. Première partie. Pour comprendre l'ampleur du traumatisme de Martin Hill, il fallait remonter à la source du drame. En 1999, il avait tout juste 10 ans. Il vivait à Londres avec son père. Il se souvenait de cette époque comme d'un temps heureux. Sur une photo, on le voyait d'ailleurs avec un large sourire en forme de promesse. Les derniers mois avaient été pourtant compliqués. Sa mère était repartie vivre à Paris, d'un commun accord pour ne pas le couper de ses amis, pour ne pas ajouter une séparation à la séparation. Il avait été décidé que le petit Martin resterait avec son père. Il retrouverait sa mère chaque week-end et pendant les vacances. Si on montait l'Eurostar pour le rapprochement franco-britannique, il facilitait aussi grandement la logistique des ruptures. À vrai dire, Martin ne fut pas affecté par ce changement, comme à tous les enfants témoins de disputes. Le spectacle permanent des reproches lui était devenu insupportable. Jeanne avait fini par détester tout ce qu'elle avait d'abord aimé chez John. Elle avait adoré son côté artiste et rêveur, avant de ne voir en lui qu'un fainéant totalement foutraque.
soir du réveillon qui allait transformer 1988 en 1989, Jeanne fut prise de nausée. Elle n'avait pourtant encore rien bu. Elle devina aussitôt qu'elle était enceinte. À minuit pile, alors qu'ils étaient au cœur d'une fête et que tout le monde s'embrassait, elle ne lui dit pas « Bonne année, mon amour ». Mais elle souffla « Bonne année, papa ». Il mit quelques secondes avant de comprendre et manqua de s'évanouir. Il avait la tragédie facile. Mais cela s'expliquait. Lui qui naviguait dans la sécheresse de l'inspiration allait créer un être humain. C'est ainsi que naquit Martin, le 23 juin 1989, au Queen's Charlotte and Chelsea Hospital, l'une des plus anciennes maternités d'Europe. Les jeunes parents avaient choisi ce prénom, car il était facilement identifiable des deux côtés de la Manche. Par ailleurs, autant le dire tout de suite, c'est dans ce même hôpital, un mois plus tard, jour pour jour, que Daniel Radcliffe, futur interprète de Harry Potter, allait également voir le jour. L'arrivée de Martin, naturellement, modifia le quotidien. La légèreté des premiers temps était révolue. Il fallait maintenant compter, prévoir, anticiper. Autant de combinaisons assez peu compatibles avec les dispositions de John. Il continuait de travailler sur des films, mais pas suffisamment. Plusieurs chefs décorateurs ne voulaient plus collaborer avec lui, le trouvant trop véhément. Dès qu'un désaccord sur un choix artistique apparaissait, Jeanne avait tenté de lui apprendre la diplomatie, ou au moins une façon de mesurer ses propos. Mais il avait clairement un problème avec l'autorité. D'une manière générale, il passait son temps à critiquer les puissants. Dans ses emportements, il lui arrivait même de dénigrer le journal dans lequel sa femme travaillait, l'estimant à la botte du pouvoir. Pourtant, The Guardian était loin d'être réputé pour sa clémence envers le gouvernement. Pendant ces moments, Jeanne avait du mal à supporter sa façon de se plaindre en permanence, cette attitude qui trahissait l'aigreur. Elle se sentait terriblement agressée par lui, et puis la tendresse se régénérait. John était un génie du dimanche. Devait-il s'en vouloir de n'être pas touché par la grâce de l'inspiration? Pouvait-on saigner de ne pas être Mozart quand on ne tirait d'un piano que de piètres mélodies? Il se complaisait dans la posture de l'artiste incompris. Il était du genre à vouloir s'encanailler dans un concert de rock, alors qu'il détestait cette musique. Toute sa psychologie était peut-être résumée là, dans cette contradiction initiale. John se rêvait inventeur, mais rien ne venait vraiment. Il souffrait de cette force de création non épanouie qu'il ressentait au plus profond de lui. Heureusement, la paternité lui offrait de quoi nourrir sa créativité. Il adorait élaborer toutes sortes de jeux originaux. Martin était incroyablement fier d'avoir un tel papa. Leur quotidien respirait l'imprévisible, chaque journée cherchant l'inédit. John resplendissait dans les yeux de son fils, et c'était bien ce regard posé sur lui qui l'avait aidé à s'apaiser, à chasser progressivement la frustration. Quelques années plus tard, Jeanne se promènerait dans une librairie et ne pourrait s'abstenir d'acheter le nouveau roman de Philippe Roth. J'ai épousé un communiste. Je vais continuer la suite de l'histoire. Dans les pages précédentes, on apprend que les parents se séparent. Jeanne va vivre en France et John reste avec Martin, vivre en Angleterre. Je lis maintenant le passage où l'auteur parle surtout du garçon qui va commencer à connaître Harry Potter. Nous étions en 1999. Martin était un petit Anglais, comme beaucoup d'autres, passionné de football, supporter d'Arsenal.
il avait sauté de joie à l'arrivée de Nicolas Anelka dans son équipe de chœur. Quand ce dernier manquait un but, il était fier d'avoir une mère française. Que dire d'autre? Son chanteur préféré était Michael Jackson. Il avait un poster de Lady Di dans sa chambre et rêvait d'avoir un jour un chien qu'il pourrait appeler Jack. Il faudrait aussi évoquer son amour pour Betty, une rose qui lui préférait son copain Mathieu. Mais certains jours, il n'était plus vraiment certain de l'aimer. Cette façon qu'elle avait de parler si fort l'insupportait. Peut-être lui cherchait-il des défauts pour moins souffrir de ne pas être son favori. À 10 ans, il avait déjà compris qu'une des différentes façons d'être heureux consiste à modifier le réel. Cette même réalité qu'on peut également fuir par l'imagination, ou les images que fait naître la lecture. Autour de lui, on parlait de plus en plus d'un roman qui s'intitulait Harry Potter. Son amie Lucie ne jurait plus que par cette histoire de sorcier, mais Martin n'avait pas spécialement envie de suivre la mode. Les livres obligatoires pour l'école lui suffisaient amplement. D'une manière générale, il n'éprouvait aucun penchant artistique. Il ne voulait pas apprendre à jouer d'un instrument de musique et ne se sentait pas à l'aise lors des spectacles de fin d'année. Les rares fois où son père l'avait emmené sur des tournages, il s'y était profondément ennuyé. Certes, un enfant sur un plateau de James Ivory, c'est un végétarien dans une boucherie. La vie de Martin aurait pu continuer ainsi. Rien ne le prédestinait à la suite des événements. Pour arriver au casting de Harry Potter, il fallait donc que s'opère une modification de trajectoire. C'est exactement ce qui se produit ici, et par 2 fois. On associe toujours le hasard à une force positive qui nous propulse vers des moments merveilleux, de manière étonnante. Sa version négative est très rarement évoquée, comme si le hasard avait confié la gestion de son image à un génie de la communication. La preuve, on dit communément que le hasard fait bien les choses, ce qui occulte totalement l'idée qu'il peut tout autant mal les faire. D'abord, il y eut la longue grève des routiers britanniques au printemps 1999. Ils luttaient pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Pendant des semaines, Londres fut occupée du reste du pays, n'étant plus approvisionnée, manquant même de denrées essentielles. Mais cet élément entrera en ligne de compte un peu plus tard. Pour l'instant, Martin est à l'école. Comme chaque année, les élèves doivent passer une visite médicale, une évaluation sommaire de leur état de santé. Les enfants sont toujours ravis de cette occasion de louper 1 heure de cours, un peu comme lors des exercices de test de l'alarme incendie, qui remplace la torture de la physique-chimie par le ravissement d'une errance. Bref, c'était une joie d'aller faire pipi dans un pot. Peu sportif, Martin pouvait être considéré comme un gringalet, mais il se tenait droit et son allure était énergique. L'infirmière qui l'ausculta prit sa tension, le fit respirer et tousser, tapa sur ses genoux avec un étrange marteau pour évaluer ses réflexes, et finit par lui demander de se mettre debout et de se toucher les pieds. Ensuite, elle lui posa quelques questions sur son environnement familial et son alimentation. Une sorte de psychanalyse express, où Martin annonça que sa mère était repartie vivre en France, tout en avouant qu'il ne mangeait jamais de brocoli. Pour terminer, vint l'examen ophtalmologique, un contrôle qui demeure ludique, y compris à l'âge adulte. Il y a toujours peu d'excitation à tenter de survivre à cet alphabet de lilliputien. On plisse les yeux de manière exagérée et ridicule, pour finir par voir un H à la place d'un M. En ce qui concerne Martin, le verdict fut sans appel. Ta vue a baissé depuis l'année dernière. Tu vas devoir porter des lunettes, conclut l'infirmière. À 10 ans, c'est une annonce qu'on trouve en général assez plaisante. On ne sait pas encore qu'on perdra des heures à chercher partout ces 2 ronds de verre sans lesquels on ne pourra pas sortir. On ne peut pas savoir non plus qu'on les cassera avant un rendez-vous très important et qu'il faudra se débrouiller dans un brouillard absolu.
On ne peut pas savoir enfin que, si un jour on doit porter un masque chirurgical, on évoluera dans un monde soumis à la dictature de la buée. Pour le moment, Martin pense que ça lui donnera un air sérieux, ou au moins intelligent, et que ça plaira probablement à Betty. Le soir même, Martin confia l'ordonnance à son père, qui ne put s'empêcher d'y voir une conséquence de la séparation. Sa vue baisse car il ne veut pas voir la nouvelle réalité de sa vie. Théorie intéressante, mais qui ne changerait pas le cours des choses. Jeanne n'allait pas subitement rentrer à Londres parce que son fils avait perdu un 10e à l'œil gauche. Le lendemain, ils allèrent chez l'opticien. Étrangement, il n'y avait aucune paire de lunettes sur les présentoirs. Il faudra attendre la fin de la grève pour que je puisse à nouveau me faire approvisionner. Je n'ai quasiment pas de stock, expliqua le commerçant. Alors on fait comment ? Demanda John. Ça, il faut le demander au routier. Je vais vous montrer le catalogue et votre fils pourra choisir le modèle qu'il veut. Je les commanderai dès que possible. En attendant, je peux éventuellement vous proposer celle-ci. L'homme ouvrit alors un tiroir duquel il sortit des lunettes rondes à la monture noire. Martin les regarda, complètement dépité. En les essayant, il trouva que son visage prenait un air un peu étrange. L'opticien ajouta qu'il pouvait fixer les bons verres le jour même. Son père s'extasia. « Elles te vont tellement bien, même pas besoin de regarder le catalogue. Vraiment, elles sont parfaites. » Le jeune garçon fut immédiatement persuadé que cet enthousiasme était fin. Il n'avait qu'un but, éviter de revenir ici. C'est ainsi que Martin commença à porter des lunettes rondes. Dans cette partie-là, on apprend que la babysitter de Martin doit partir au décès de sa grand-mère. C'est donc le père de Martin qui va devoir le garder. Et ça va déterminer la suite de l'histoire de Martin avec le casting Harry Potter. Je vais donc lire encore quelques lignes. On parle de J.K. Rowling. Le père de Martin emmène donc son fils durant un tournage car il est accessoiriste. Avant de poursuivre, il nous faut effectuer un léger retour en arrière, sur les traces d'une écrivaine aujourd'hui mondialement connue. On évoque souvent le conte de fées vécu par J.K. Rowling. Il faut imaginer une jeune femme vivant de manière très précaire, élevant seule son enfant et devenant subitement la plus grande héroïne du royaume. Voilà un destin qui semble fomenté par le cerveau d'un scénariste d'excellente humeur. L'histoire commence le 31 juillet 1965, à Yette, en plein cœur de l'Angleterre. Le goût des livres est transmis très tôt à Joanne par sa mère, si bien qu'elle se rappelle avoir écrit sa première histoire à l'âge de 6 ans. Certes, on peut mettre en doute beaucoup de ce qui a été raconté sur elle. Plus on est célèbre, plus le monde semble posséder un avis sur votre passé. Chacun y va de son nouvel indice, de sa révélation scabreuse ou lumineuse. La moindre personne à qui vous avez tendu une fois un bol de chips lors d'un apéritif hésite à écrire une thèse sur vous. Tout le monde s'accorde en tout cas à évoquer une imagination précoce, impressionnante. Mais le talent de l'écriture n'a jamais aidé personne en matière de bonheur. C'est bien connu. Introvertie, voici comment Joanne se décrit à l'adolescence. Tranquille, couvert de taches de rousseur et myope. En somme, tout le malaise nécessaire à la formation d'un destin d'artiste. C'est à cet âge que la jeune fille apprend que sa mère est atteinte de sclérose en plaques, une maladie provoquant une dégénérescence progressive. Terrible conte à rebours vers la mort. Le choc est une immense violence. Comme un symbole, Joanne décide alors de faire le même métier que sa mère, enseigner. Où elle vit près d'une librairie qui n'existe plus aujourd'hui. Elle finit par décrocher un emploi de secrétaire, chargée des traductions à Amnesty International. Là, elle se retrouve face à des détresses qui la hantent.
Bien plus tard, elle dira « J'ai commencé à faire des cauchemars à propos de certaines choses que j'ai vues. Ici ou là, dans les éclats biographiques, on repère la genèse d'un univers en gestation. » On la retrouve ensuite à la Chambre de commerce de Manchester. Difficile d'imaginer une existence plus morne, mais l'ennui demeure la meilleure formation pour écrire. Joanne se réfugie de plus en plus souvent dans l'imaginaire, la version littéraire de la rêverie, jusqu'à ce jour de 1990, où elle est foudroyée par l'inspiration, dans un train entre Manchester et Londres, le front collé à la vitre, sans papier ni crayon pour noter ses idées. L'histoire de Harry Potter s'est ainsi dessinée dans son esprit. Tout a surgi immédiatement, la trame générale des 7 tomes, précisera-t-elle, comme un revers à cet éclat foudroyant. Sa mère meurt 6 mois plus tard. En 1995, son manuscrit terminé, elle pénètre dans une librairie d'Édimbourg et tombe sur une liste d'agents littéraires. Le nom de Christopher Little la séduit. C'est ainsi qu'elle décide de lui envoyer le paquet de feuilles à l'adresse de son agence, dans le quartier londonien de Fulham. Bryony Evans, son assistante, tombe sous le charme du texte et incite son patron à le lire. La lecture des premiers chapitres suffit à le convaincre. Et la belle auteure, Joanne ne revient pas. Elle a envie de hurler sa joie. Pourtant, elle a bien les mots de l'agent en tête. Rien n'est encore fait. Les mois suivants vont clairement le confirmer. Les 12 premiers éditeurs ciblés refusent le manuscrit. C'est sans appel. Une année passe, puis Little apprend que les éditions Bloomsbury ont créé un secteur jeunesse. Il décide d'adresser le manuscrit à Barry Cunningham, qui est aussitôt emballé par le début. Mais le destin de Joanne va finalement dépendre d'une petite fille de 8 ans, Alice Newton. Elle est la fille du directeur général, qui, pour avoir la vie d'un enfant, lui fait lire le premier chapitre de Harry Potter. Surexcitée, elle veut à tout prix connaître la suite. Et c'est bien cet enthousiasme qui est à l'origine de la plus grande folie éditoriale planétaire. C'est la fin de ma lecture. Dans la genèse de la saga Harry Potter. J'espère que ma lecture vous a apaisé et intrigué. Comme je le disais dans l'introduction, j'ai beaucoup aimé cette histoire fictive mais réelle,